Donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Karine Guilbeault, je travaille à la MU, au département développement et accompagnement des compétences. Donc je suis sur les communautés managers et accompagnement des transformations notamment. Donc je suis super heureuse d'accueillir Vincent Beau aujourd'hui que j'ai connu, je vais être transparente sur comment j'ai connu Vincent par le réseau LinkedIn. En fait, je faisais des recherches pour le séminaire qu'on a la semaine prochaine sur l'attractivité et la fidélisation. Et j'ai beaucoup aimé son approche. Donc, je suis arrivée sur son Tour de France QVT. C'est comme ça que je suis arrivée à lui. Je l'ai contacté et on a eu un échange vraiment intéressant. Donc, Vincent n'était pas dispo pour intervenir le 2 juillet au séminaire à Paris, mais il a gentiment proposé d'animer une webconférence, du coup, pour vous, adhérents de la MU. Et c'est vrai que j'en suis vraiment heureuse, en tout cas, parce que voilà, mettre l'écoute au cœur de son management, c'est vraiment une valeur à laquelle je crois. Donc voilà, je suis contente qu'on ait ce temps de partage, en tout cas, avec Vincent aujourd'hui, avant l'été, vu que ça faisait un beau cadeau pour finir cette année d'accompagnement. En tout cas, merci Vincent. Ben, c'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup, Karine, parce que c'est une chance pour moi de pouvoir vous adresser la parole ce matin et partager voilà, les échanges et puis les idées qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Donc, Karine, merci beaucoup. C'est un remerciement très sincère. Et donc l'idée, c'est d'engager ensemble un échange. Moi, je l'ai prévu comme ça. Il y aura quelques slides, hein, d'accord, mais bon, l'objectif, c'est pas de se matraquer là-dessus, sur ce sujet-là. Voilà. Quand on parle de santé au travail, d'écoute, quel est le lien? Quelles sont les perspectives aussi qu'on peut avoir pour pouvoir donner un peu de dimension, puis de très concrète à tout ça. Avant de commencer, j'avais une sociologue un jour, j'étais en conférence, qui m'avait dit ça, ça m'avait marqué. Elle m'avait dit: «Vincent, avant de dire ce que tu proposes, dis-nous d'où tu parles». C'était ça, sa façon de me questionner: «D'où tu parles?» Et j'avais aimé cette, remarque, puis la façon dont elle l'avait formulée. Donc je vous propose de commencer par là, vous dire un peu d'où je parle, c'est-à-dire d'où vient, le projet que je porte aujourd'hui. Moi donc moi, le titre que j'ai aujourd'hui, donc moi je suis donc Vincent Beau et je suis le président de la fondation Projet 41-21, qui ambitionne d'engager 1000 entreprises de toute taille, tout secteur d'activité, dans une démarche qui met l'écoute des travailleurs au centre du management pour mieux faire et mieux vivre son travail, et d'en évaluer scientifiquement les bénéfices à 3 titres. Un, sur la santé physique et mentale des travailleurs. Le deuxième, sur la santé physique et mentale des dirigeants. Et enfin, sur l'attractivité et la performance, la santé financière de l'entreprise. Voilà, ça, c'est mon titre aujourd'hui. Alors pour vous dire d'où vient tout ça, ben moi, à l'origine, je sais pas, j'ai pas vu toutes les universités qui se sont connectées dans leur provenance, mais moi, à l'origine, je suis franc-comtois. Je viens d'un village de Franche-Comté et j'ai découvert le travail par la distillerie où travaillait mon père en tant qu'ouvrier. Donc ça, c'est de là que j'ai eu ma première rencontre avec le travail. Ensuite de ça, je pense que ça m'a beaucoup motivé parce que c'était du travail à la chaîne. J'ai fait des études d'ingénieur brasseur, donc je suis resté baigné dans l'alcool, pour ensuite être chef d'équipe en Irlande, chef d'équipe à l'international sur des lignes d'embouteillage de whisky. Ça, c'était le premier poste que j'ai pu occuper et ce premier poste m'a stupéfait parce que nous, après une formation d'ingénieur de bac+5, on nous avait préparé à tout pour être manager, en fait. On nous avait préparé à rencontrer des machines, puisqu'on connaissait toutes les machines nécessaires à la transformation de l'alcool. On nous avait préparé à rencontrer des micro-organismes. On connaissait par cœur l'être suprême, l'être vivant suprême, pour moi, au-delà de tous les autres, ce qui est la levure, puisque c'est le seul qui peut transformer le sucre en alcool. Et on nous avait préparé à rencontrer des process pour que les uns puissent pouvoir faire tourner les autres et obtenir l'alcool que l'on souhaite, quoi. Et je pense que vous m'avez vu venir parce que ça date des années 95 et c'est encore trop souvent le cas. Mais personne ne nous avait jamais préparé à rencontrer des femmes et des hommes au travail pour en devenir leur manager, quoi. La question de la relation avec nos équipes n'avait jamais été abordée. Donc, on a tous fait comme on a pu.
On a tous fait comme on a pu, à l'instinct, à l'intuition, dans une attitude, en fin de compte, qui était très défensive. Euh, Quand on est plus jeune que les gens avec qui on bosse, qui connaissent mieux le travail que vous, qui connaissent mieux l'organisation du travail que vous, et qui sont moins bien payés que vous, s'affirmer en tant que leur manager, c'est quand même tout sauf simple, quoi. Surtout quand personne ne vous y a préparé, hein. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme je pouvais. Je vais vous dire ça comme ça, c'est-à-dire, j'ai fait plein de conneries, quoi, parce que j'avais cette peur qui était vraiment très installée, cette peur que l'équipe se rende compte de ce que je savais pas faire. Donc, j'avais peur que l'équipe ne me reconnaisse pas en tant que son manager. J'avais peur que mes patrons ne me reconnaissent pas comme un bon manager, surtout pour mon premier job. Et puis, j'avais peur que moi, je ne me reconnaisse pas comme un bon manager, en fait. Et quand j'ai compris que l'entreprise attendait de moi plus de résultats, hein, parce que c'est un peu ce qu'on demande à tous les managers, plus de résultats, et un peu perdu dans comment on s'y prend, je m'y suis pris comme ça. Heu, pour avoir plus de résultats, surtout quand vous êtes sur du travail en ligne, quoi, c'est basique, et c'est sûrement il y a sûrement mieux à faire, mais voilà comment j'ai fait. Premièrement, bah, j'ai poussé les machines, il fallait produire plus de bouteilles, donc j'ai mis les machines à fond, ce qui était vraiment pas bon pour elles, mais il n'empêche. Deuxièmement, j'ai poussé les gens, c'est-à-dire que tout le monde sur la ligne, j'étais vigilant à ce qu'il reste collé à sa machine, à ce qu'il arrive à l'heure, à ce qu'il reparte. S'il pouvait partir un peu plus tard, tant mieux pour la ligne. Donc, pousser les machines, pousser les gens pour que la présence auprès des machines nécessaires pour produire soit garantie au maximum. Et puis, troisièmement, je me suis poussé moi-même. C'est-à-dire, j'arrivais plus tôt, je mangeais peu, je ressortais plus tard, et la nuit, ça partait comme ça, en espèce de pensée profonde de qu'est-ce qu'a merdé aujourd'hui, puis comment on aurait pu faire mieux, quoi. Et pris là-dedans, hein, je me suis rendu compte d'une chose, et j'ai pas été le seul, puisque ceux qui m'avaient embauché aussi, je me suis rendu compte que je faisais pas du tout mieux que ceux qui étaient avant moi, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas de meilleurs résultats que ceux qui étaient avant moi. Et ça m'a affecté, quoi, parce que je donnais beaucoup, et ça a aussi affecté mes patrons, qui voyaient que, ben, tout compte fait, j'avais beau être plus jeune, ingénieur, et cetera, j'apportais pas plus que celui que je remplaçais en termes de résultats. Ce qui était logique, en fait. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une attitude comme ça pour manager une équipe, et ben, vous arrivez tout de suite à une limite, quoi, parce que les machines ont leurs limites, parce que les gens ont leurs limites, puis parce que vous avez votre limite, quoi. Et c'est exactement comme avait fait celui qui était avant moi à ce poste, quoi. Donc je butais sur la même limite. Et par désespoir de voir la chose ne pas s'améliorer, les résultats ne pas s'améliorer, sentir que, ben, beaucoup de doutes venaient sur mes capacités à mieux manager cette équipe que mon prédécesseur, par désespoir, on va dire ça comme ça, j'ai dit, parce que voilà, c'était comme ça que je le vivais, j'ai dit: «Ouais, ben, j'arrête en fait. Ça me plaît pas. Je fais pas mieux que ceux d'avant, je donne un maximum, j'ai pas plus de résultats, donc j'arrête». Et j'ai dit: je vais partir». Je me rappelle à l'époque déjà, je disais: Je vais essayer d'être prof. Je crois que ça me plaira mieux d'être dans un univers moins contraint et plus propice à la réflexion, plus propice à la rencontre avec les autres», voilà. Et donc je suis revenu vers mon équipe le lendemain en disant ça, en disant: «Bah, écoutez, je vais démissionner, il me reste 3 mois». Heu, Ça faisait 7 mois que j'étais avec eux, hein. Et je leur ai dit: «Écoutez, voilà, mais seulement avant que je parte, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Heu, J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, dans les 3 mois qui nous restent, pour vous être utile?» Voilà, c'était la question que je voulais leur poser, dans le temps qui nous restait à passer ensemble, quoi. En gros, je leur ai dit: «Je me reconnais pas dans la façon dont on est ensemble, en relation. J'ai l'impression qu'on joue des rôles. J'ai l'impression que vous me dites pas tout, même moi, je vois bien que je suis pas avec vous comme je suis, à l'état normal, quoi, de mes relations. Donc j'aimerais que ça puisse être, autre chose qui se produise dans le temps qui nous reste, et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, ben, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile?» Cette question-là, en fait, je me suis rendu compte que je l'avais jamais posée. Et face à cette question, tout le monde ne m'a pas dit grand-chose, mais il y a quand même eu quelques expressions de besoin qui se sont manifestées. C'est-à-dire que face à ça, des personnes en face, beaucoup ont été très méfiantes face à ma proposition. Je pense qu'elles avaient déjà eu l'habitude qu'on leur demande, de participer au débat sur comment on pourrait mieux bosser ensemble, et qu'elles n'avaient pas été, récompensées, de la transformation attendue, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de silence, mais j'ai pas eu que du silence, quoi. J'ai eu des gens
qui m'ont dit, tiens, tu veux nous être utile, essaye de réparer ça, essaye de faire ça, essaye de corriger ça. Problème qu'on a dans la ligne depuis longtemps. Et entre nous, problème qu'ils avaient, et dans les 7 mois où j'étais avec eux, dont ils ne me parlaient pas, quoi. Et c'est là que j'ai découvert l'écoute des travailleurs. C'était intéressant pour moi parce qu'entre guillemets, c'est le jour où j'ai complètement abandonné l'idée d'être un manager, celui qui sait, celui qui décide, celui qui prend les bonnes décisions, vous voyez, espèce de manager super-héros. C'est le jour où j'ai décidé d'arrêter ce métier, de dire il me reste plus que 3 mois et de créer une relation nouvelle avec mon équipe en repartant d'eux, en fait, en disant, ben, voilà, c'est ce jour-là où la chose s'est tout à fait transformée. Donc, premièrement, si je peux résumer ça rapidement, les gens m'ont remonté des problèmes, qu'ils ne m'avaient pas remontés avant. Ça, c'était assez intéressant et surtout, je me rendais compte que ces problèmes, c'était des problèmes qui me mettaient au défi, en fait, au défi de les corriger et ça, c'est la deuxième chose, c'est que derrière chaque problème qui remontait, c'était pas juste un problème. Derrière chaque problème qui remontait, c'était aussi, pour les gens, une façon de voir si ce qu'ils me disaient allait changer quelque chose concrètement au cœur de leur situation de travail, quoi, si ça allait être résolu. Et ça, je me suis battu pour que toutes les personnes nécessaires à résoudre, les points qui venaient du terrain puissent, être mobilisées pour résoudre ces problèmes-là. Je vais vous donner un exemple, vous voyez, j'avais des gens qui me disaient: «Tiens, on a un fournisseur qui nous livre de mauvais produits. C'est le petit fournisseur de secours. Chaque fois qu'il nous livre des produits, ils sont mal faits. Est-ce que tu peux changer ça? Puisque moi, OK, ça n'arrive pas souvent, mais chaque fois que c'est lui, je le sais, c'est des produits qui sont mal conditionnés». J'avais des gens qui se sont mis à me dire, heu: «Est-ce que tu peux, regarder ça? J'ai ma machine qui s'arrête tout le temps, je ne sais pas pourquoi. J'imagine que ça doit venir de ça, mais voilà, elle s'arrête 4 fois par jour. Est-ce que tu peux trouver une solution à ça?» Donc, quand les personnes se sont mis à m'exprimer ces besoins, hein, pour que je leur sois utile, à mieux bosser, quoi, j'ai compris que, fallait tout de suite, même si j'avais pensé initialement que c'était pas des gros problèmes, quoi, oui, je me disais tout le temps: «C'est des petits problèmes, en fait». Je me disais: «Ben, ouais, il me parle de ce fournisseur de secours qu'on a presque jamais en me disant, Est-ce que tu peux trouver une solution?» Et c'était vrai, hein, il livrait des produits mal conditionnés. Elle me parle d'une machine qui s'arrête 4 fois par jour. Bah, les machines, elles s'arrêtaient 50 fois par jour, mais pour un problème qu'elle avait. Donc je me disais, à chaque fois que les gens me parlaient de quelque chose, j'avais cette espèce de tendance à dire: «Ouais, c'est pas ça qui va révolutionner la ligne, c'est un petit problème, mais bon, comme j'ai fait ma promesse, j'y vais, quoi». Donc je suis, parti dans cet a priori-là, mais conscient qu'il fallait aller au bout, quoi. Et en cherchant des ressources pour gérer ces problèmes, ouais, par exemple, je suis allé chercher, les gens de la maintenance pour dire: «Pouvez-vous régler le problème de, cette machine qui s'arrête tout le temps?» Je suis allé chercher les gens de la qualité en disant: «Est-ce qu'on peut aller voir le fournisseur qui nous livre?» Vous voyez, à chaque fois, les gens qui étaient là, qui pouvaient m'aider à les traiter dans les 3 mois qui me restaient, me disait la même chose, en fait. Il me disait: «Vincent, écoute, moi, j'ai des lignes qui sont toutes arrêtées, des machines qui ne sont pas encore installées. Il me manque du monde ce matin. OK, la machine de je sais pas qui est en train de s'arrêter 4 fois par jour, mais ça, je le ferai quand ce sera fini». Le responsable qualité qui me disait: «OK, c'est le fournisseur de secours, on comprend, mais moi, j'ai d'autres gros problèmes aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit problème par rapport à ceux que je peux avoir. Donc si j'ai à un moment donné quelque chose, que je peux faire, je le ferai, mais pas maintenant, quoi». Et tout ce que les gens me disaient qui leur posaient des gros soucis pour bien faire et bien vivre leur travail, se retrouvaient à chaque fois fracassés à la capacité de les résoudre par ceux et celles que j'allais chercher et je les comprenais en fait. Je comprenais le responsable maintenance qui me disait: «Mais attends, venir voir pourquoi ta machine s'arrête 4 jours 4 fois par jour, c'est mobiliser 2 heures, 3 heures de temps à un responsable technique et moi je l'ai pas quoi, parce que j'ai toutes mes urgences». Pareil pour le responsable qualité et cetera. Et là, j'ai compris quelque chose en fait. J'ai compris que l'entreprise n'était pas câblée pour résoudre les problèmes des gens. Et j'ai compris que les priorités étaient toutes en ordre inversé. Donc, les 2 parties du problème me disaient la même chose. Ceux qui pouvaient m'aider à le résoudre me disaient: «Non, mais ils ne se rendent pas compte». Ouais, c'est ça qu'ils disaient le plus. Les 2 disaient: «Ils ne se rendent pas compte». La partie qui pouvait m'aider à régler le problème, tu vois, le responsable maintenance, qualité, me disait quoi? Elle me disait: «Mais ils se rendent pas compte. Nous, on est sur tous les fronts, nous, on est là pour faire tourner tout l'atelier» et elle me parle d'une machine qui s'arrête 4 fois par jour. Enfin, elle se rend pas compte que oui, OK, d'accord, ce serait mieux qu'elle s'arrête pas, mais par rapport aux priorités qui sont les miennes, c'est tout en bas. Et les gens qui exprimaient ces besoins, eux, disaient de la même façon: «Non, mais ils se rendent pas compte.
ils ne se rendent pas compte que là, 4 fois par jour, ça s'arrête et qu'il suffirait de régler ça pour que ça s'arrête 4 fois de moins. Ce fournisseur-là, à chaque fois, il empêche la ligne de bien fonctionner, etc. Donc, il y avait ce même, il ne se rend pas compte, pour des priorités qui étaient tout à fait inverses. Et quand je me suis retrouvé face à ça, j'ai compris. J'ai compris que l'entreprise n'était pas câblée pour répondre aux problèmes des gens. Et donc, j'ai compris que quoi? Tout le monde l'avait compris avant moi. Et que dans les équipes, et c'est pour ça que depuis 7 mois, ça ne s'était pas manifesté, ces problèmes-là, tout le monde se tait en fait. J'ai compris que les gens qui ont des problèmes pour bien faire et bien vivre le travail, le plus souvent, se taisent parce qu'ils savent que l'entreprise ne pourra pas les régler. Ils savent qu'il va y avoir cette espèce de grosse fracture de priorisation de ce qui remonte des équipes entre la place que les équipes accordent aux problèmes qu'elles vivent et la place que les gens qui peuvent les aider à le régler accordent pour leur traiter, pour les traiter. C'est ce grand écart-là, tu vois, ça c'est un écart de sens en fait. Il y a une fracture du sens sur comment mieux bosser ensemble. Et tu vois, je me rappelle quand j'étais avec les ouvriers à table, je les entendais, ils me disaient non, mais ils sont en train de nous dire qu'on doit être l'entreprise de demain, l'excellence opérationnelle de demain, on doit être tous plus forts ensemble, tous plus engagés ensemble. Et à table, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient quand je pense qu'ils ne sont pas foutus de régler ce problème-là, quand je pense qu'ils ne sont pas foutus de dire à un fournisseur de nous livrer correctement, s'ils ne sont même pas foutus de faire ça, comment veux-tu que je croie qu'ils puissent faire beaucoup mieux là? Donc, devant ces grands dialogues, devant ces grandes incantations, tu sais, de plus fort ensemble, plus solidaire ensemble, plus performant ensemble, tout le monde se tait, fait son boulot en se disant cause toujours, parce que moi, ce que je vis au quotidien, bah, ça n'intéresse pas grand monde. Donc, je me suis battu pour que ce qui relève de l'expression de besoin des personnes soit traité dans les 3 mois qui me restaient. En fait, c'est l'espèce de mission que je me suis donnée. Et puis, j'ai aussi trouvé une définition à tout ce que tout le monde, moi le premier, hein, appelait un petit problème. J'ai compris en fait ce qu'était un petit problème. Je vous partage ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais un petit problème en fin de compte, celui qu'on met en bas de notre pile de priorités quand quelqu'un nous l'exprime, un petit problème, c'est le problème de quelqu'un d'autre. J'ai compris que c'était ça en fait. Et chaque fois que j'ai pu rencontrer une entreprise qui me parlait de cette façon-là, de ce que disaient les gens, j'avais compris que c'est parce que c'était pas le problème majeur de la personne, parce qu'elle n'était pas concernée directement par lui. Donc ça, eh ben, je me suis battu pour que ce soit mon problème prioritaire, tout autant que ce que les gens me l'avaient exprimé. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que les gens, en fait, n'avaient pas qu'un problème de porte, même ceux qui m'en avaient parlé. C'était le véhicule, en fin de compte, de leur expression. Les gens n'avaient pas qu'un problème de fournisseur qui envoie des produits mal conditionnés. C'était le véhicule de quelque chose d'autre qui nous unissait. C'était la mise à l'épreuve à travers ma proposition. Qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile? C'était la mise à l'épreuve de qui ils étaient pour moi. En gros, c'était un peu comme une espèce de, ouais, c'est ça, mise à l'épreuve de: «Tu veux nous être utile? Bah, je te donne déjà ça et voyons ce que tu es capable d'en faire. Et donc, voyons voir quelle importance j'ai pour toi si tu arrives à transformer cette expression de besoin en une réponse qui va changer le problème dont je te parle». Donc, c'était très clair pour moi. Ils m'attendaient au rendez-vous, non pas seulement de la résolution technique de ce qu'ils pouvaient proposer, mais au rendez-vous de la relation que je leur avais proposé, de faire quelque chose à partir d'eux et non pas comme avant pour eux. Et en me battant, je vais faire le plus vite possible, mais en me battant de partout. Donc, je suis allé essayer de transformer, en fin de compte, cette espèce de loi de condamnation de la non-réponse, tu vois, de la non-satisfaction de l'expression de besoin des personnes, en allant faire le siège de la maintenance dans les mois qui me restaient, en allant faire le siège de la qualité pour que enfin ça change. Et à force de se battre, eh ben ça a marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé 3 choses. Premièrement, on a eu de plus en plus de gens voyant que les premières actions demandées étaient satisfaites, quoi. De plus en plus de gens se sont mis à me parler de plus en plus de choses. Ça, c'est la première chose qui m'a étonné, c'est que tout autant au début, peu de gens avaient exprimé, voilà, les remontées de besoins qui pouvaient être les leurs, mais plus on arrivait ensemble à régler des problèmes, plus j'en avais en fait qui s'exprimaient et qui étaient de moins en moins anecdotiques. Autant au début, c'était des questions, comme je vous disais, un peu techniques,
voilà, faciles à régler quand on les prend à brûle pour point, autant après, des problèmes plus profonds d'organisation du travail, de relation au travail, commençaient à s'exprimer. J'allais dire ça comme ça, dans la confiance de la transformation qui pouvait être la nôtre, de cette expression de besoin. La deuxième chose, c'est que j'avais fait en fait un calcul tout simple. J'avais dit, ben, tout ce qu'on a pu régler comme situation qui ne fonctionnait pas, nous amène vers quel rendement, quoi, en fait. Parce que du temps de gagner à ce qu'une entreprise, machine s'arrête moins, c'est du temps de gagner en productivité. Ça s'estime, c'est une règle de 3, c'est facile à faire, quoi. Donc j'avais essayé d'estimer combien on va gagner en productivité. Et je me suis rendu compte, c'est le deuxième enseignement, que les estimations techniques qui étaient les miennes ont été complètement dépassées par la réalité de la productivité de la ligne qui s'est mise à aller au plus haut de ce qu'elle a jamais été et de toutes les autres lignes. On est devenu de la ligne la pire à la ligne la plus performante. Et dans le temps, c'est resté. Et je ne comprenais pas les écarts entre le résultat obtenu et ce qu'on avait fait concrètement, en fait. Ouais, quand je disais, ben voilà, la ligne s'arrête 4 fois de moins, le fournisseur de secours a été corrigé, ça ne devrait pas nous faire gagner 10 ou 15 points de rendement, en fait, quand on les mesure. Quelle est la différence entre tout ce qui s'exprime dans cette performance-là et ce qu'on a fait, techniquement? Eh bien, cette différence, pour le dire comme ça, je pense que vous le savez, mais moi à l'époque, je l'ai découvert, elle venait de l'engagement des personnes qui s'étaient nouées entre elles et moi à travers cette attitude-là. Ça, c'est la deuxième chose que ça m'a appris. Et pour être très précis, les personnes dans cette dynamique-là, où elles participent en fin de compte au changement qui concerne leur situation de travail, euh, les personnes ne se sont pas retrouvées plus engagées avec leur entreprise. C'est pas du tout vrai. Il n'y avait pas un engagement nouveau avec leur employeur. Il y avait un engagement nouveau, en tout cas, avec nous, avec nos personnes. Et ça, je pouvais le voir parce que l'engagement qui était leur façon de contribuer à ce que ça aille au plus haut, entre guillemets, sans que je leur ai jamais demandé, puisque je partais. Mais cette espèce de défi collectif de ne plus être les derniers qui se faisait avec eux et non pas pour eux, ce défi collectif, euh, je voyais que les attitudes qui étaient les leurs quand ils changeaient de chef d'équipe, quand ils allaient sur d'autres lignes, ils n'étaient plus du tout dans la même attitude, quoi. Donc c'est la différence de l'engagement entre les personnes par la proposition qui a été faite et qui a été tenue de participer au changement qui les concerne. C'est ça qui expliquait la différence du rendement qui nous a fait monter tout en haut. Et la troisième chose que j'ai pu découvrir, c'est que très souvent, quand on parle de l'écoute des travailleurs, on angélise tout. Franchement, on angélise tout. On dit il suffit de les écouter, puis on saura tout ce qu'il faut bien faire. Mais c'est faux. Évidemment, celui qui fait, il sait. Et ça, il ne faut pas se priver de cette ressource-là. Mais dès qu'on met en place une démarche d'écoute sur comment on peut mieux bosser ensemble, tout autant, il faut pouvoir faire acte d'autorité. Parce que quand vous avez des gens qui ne participent pas au débat et qui tout d'un coup se retrouvent à participer au débat de ce qu'ils font et vivent au travail, eh bien, il y a un enjeu d'identité qui s'engage dans le groupe, de qui est-ce qui sait le mieux. Il y a un rapport de force qui s'engage entre un manager qui pensait tout savoir mieux qu'eux et qui se met à faire avec eux, donc qui peut se retrouver bousculé dans le pouvoir qui est le sien. Et il faut être en capacité de faire autorité. En capacité de faire autorité sur celles et ceux qui, pris dans cet élan, on va dire ça comme ça, d'ouverture de la participation au débat, de comment on peut mieux bosser ensemble, eh bien, faire autorité à ceux qui, pris dans cette espèce d'élan-là, vont aller exagérer des problèmes, les monter en épingle, alors que concrètement sur le terrain, ce n'est pas aussi grave que ce qu'ils peuvent en dire, juste parce qu'ils ont besoin de s'affirmer dans le groupe comme celles et ceux qui peuvent changer leur travail, et également exagérer des solutions. Et ça, c'était très clair, quoi. C'est besoin de faire autorité et de dire aux uns et aux autres, ça t'arrête parce que c'est juste pas ce qui se passe, ou ça t'arrête parce que tu sais, oui, c'est sûr, il faudrait refaire les murs, les plafonds de toute la salle, mais on ne le fera pas. Donc on arrête de s'exciter là-dessus et d'en faire, par exemple, la pierre d'achoppement qui fait que toi, tu considères que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est nul, parce que tant qu'on n'aura pas refait tout l'atelier, tu considéreras que ça n'a servi à rien. Faire autorité. Et aujourd'hui, quand je forme les managers au management participatif, je leur donne cette espèce de ligne de conduite. Écouter, ce n'est pas obéir. Parce qu'il y a une confusion qui s'installe auprès des équipes qui souvent ne l'ont pas assez été ou qui n'ont pas vu cette écoute qu'ils ont pu recevoir se transformer en action, quoi. Très souvent, quand vous avez des équipes qui sont très frustrées de voir comment elles bossent, l'organisation qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas, les outils qu'elles n'ont pas, enfin, etc. Très souvent, dès qu'on ouvre la voie, au sens premier du terme et au sens second du terme, dès qu'on ouvre la voie en disant comment on peut mieux bosser ensemble, eh bien, les problèmes qui remontent, les gens sont tellement attachés
à ce que ça change enfin, que si il remonte 10 problèmes et que vous en réglez 4, les 6 qui ne sont pas réglés, les gens vont vous dire: «Tu ne m'as pas écouté». Or, si, on les a écoutés, puisque les 10 sont bien partagés ensemble comme étant des problèmes. Mais par contre, on n'a pas agi sur tout. Soit parce qu'on n'a pas pu, soit parce qu'on n'a pas pu encore le faire. Et quand ils voient que ça n'a pas été mis en œuvre, il y a cette espèce de raccourci qui s'opère. Les gens disent: «Ah ben, puisque tu n'as pas changé ce que je t'ai dit de changer, tu ne m'as pas écouté». Voilà pourquoi, quand on s'engage dans une démarche participative, il faut mettre cette espèce de ligne de conduite extrêmement claire auprès de celles et ceux qui vont s'y engager. Écouter, ce n'est pas obéir. Écouter, ça oblige à répondre. Répondre, il y a 3 réponses possibles. Oui, on fait. Oui, on fera plus tard. Ou non, on fera jamais. Et il faut être en capacité d'affirmer ce non. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'exercice d'autorité. C'est que quand vous dites à quelqu'un: bah, ce que tu proposes, on ne le fera pas, parce qu'on ne peut pas, ou parce qu'il y a une meilleure idée, qui n'est peut-être pas la tienne, eh bien, cette frustration, voire cette colère que ça peut générer, elle doit être calmée par l'autorité du manager en disant: mais c'est pas la peine de t'énerver, puis si tu me dis que tu viens plus bosser demain, puis si tu me dis que tu vas faire une grève du zèle, et puis si tu me dis que c'est un scandale, garde ton scandale pour toi pendant que nous on avance sur le reste, quoi. Tout ne se résume pas à ça. Donc voilà, ça, c'était super intéressant. Voir comment est-ce que dans une dynamique de groupe s'installe une nouvelle norme autour de l'écoute de chacun qui n'est pas un open bar et qui doit être cadré du processus d'écoute au processus de réponse. Ce qui fait que je suis allé voir en fait Aix-Marseille Université. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'AMU. Karine, la première fois qu'elle m'a dit je suis de l'AMU, j'ai cru que c'était de Aix-Marseille Université. Mais je suis allé voir les gens d'Aix-Marseille Université parce que j'y habitais. Et puis j'ai dit, mais est-ce que ce serait pas bien de voir, c'était il y a 25 ans, donc de dire à certains élèves, euh, de leur donner quelques repères sur la façon dont ils vont rencontrer leurs équipes, quoi, puis de leur parler de ça. Ce qui fait que ça fait 25 ans que je donne des vacations à Aix-Marseille Université en tant que, enfin, sur des cours de management participatif. Et à présent, j'ai été nommé professeur associé. Voilà, donc ça, c'est la partie management. Après, j'ai été directeur d'usine. Et ensuite, à Marseille, j'ai intégré la direction des risques professionnels, ce qu'on appelle aujourd'hui de la CARSAT, donc de la Sécu, sur la partie accident du travail, maladie professionnelle. J'ai découvert le monde de la santé au travail. C'était un double étonnement. Premièrement, j'ai découvert ce qui était la santé au travail en rentrant dans une institution de santé au travail que sont les caisses d'assurance retraite et de santé au travail. Jamais dans ma formation initiale ou continue, quand j'étais en charge de la performance des équipes, mais jamais le mot santé au travail n'avait été prononcé. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc ça, c'était déjà la première voilà, indignation, on va dire ça comme ça, c'est que toutes les responsabilités qui étaient les miennes, par exemple quand j'étais directeur d'usine, je les ai découvertes en n'étant plus directeur d'usine. J'ai découvert après coup que j'étais responsable, par exemple, de la santé physique et mentale, de ceux qui bossaient pour moi. Ce qui n'avait même jamais été évoqué, quoi. Donc ça, je découvre que ce sujet-là, pour le dire autrement, le sujet de la santé au travail, n'est pas enseigné dans les écoles de la performance et du management. La preuve, quoi. Et puis la deuxième chose que je découvre, c'est que ce sujet-là, ben, il est intéressant. Enfin, c'est intéressant de se dire comment on peut faire pour que les gens se vivent mieux au travail. Et il souffre en fin de compte d'un mal. Ce sujet, il souffre d'un mal. C'est que il dit beaucoup de choses, donc des entreprises, des établissements qui sont sur des questions de politique santé au travail, vont dire beaucoup de choses aux salariés, et elles ont raison. Donc, ils donnent beaucoup de consignes. Tu portes ces équipements, tu respectes ces procédures, tu vas en formation. Donc, la santé au travail dit beaucoup de choses. Met en place des protocoles, met en place des procédures, met en place des formations. Par exemple, forme tout le monde à la prévention des situations de harcèlement, de discrimination, de sexisme, donc ce qui est tout à fait bien, hein. Donc la santé au travail dit aux travailleurs, voilà ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien, pour vous et pour les autres. Mais je me rends compte qu'elle a un mal énorme à les écouter. Ça dit beaucoup de choses, ça écoute beaucoup moins. Et ça, malgré le fait que des entreprises ou des organisations passent beaucoup de temps à scander, par exemple, votre santé, c'est ma priorité, votre sécurité, même parfois, c'est ma priorité. Bon, Heu, j'ai beaucoup de gens dans le concret, en fin de compte, de leur situation de travail qui me disent: «Mais tout ça, j'y crois pas, en fait». Pourquoi?
Ils sont en train de me dire que, par exemple, le droit à la déconnexion, c'est quelque chose de très important, de me faire signer des chartes de droit à la déconnexion. Tout le monde sait qu'on se connecte le soir, tout le monde sait qu'on se connecte le week-end, tout le monde sait qu'on se connecte pendant nos vacances, et c'est juste pas que parce qu'on n'a pas compris, mais parce qu'on a trop de charges de travail, parce que l'organisation déconne, etc. Et ça ne change pas. Donc, beaucoup de gens me disent, pas tous, il y a plein de gens qui vivent très bien leur travail, et heureusement, mais beaucoup trop de gens me disent, si c'était une priorité, cette histoire-là, alors les outils qui vont pas, qui déconnent. Alors l'organisation du travail qui déconne. Alors les relations au travail qui peuvent déconner. Et la projection dans mon emploi. En fait, je suis là, embauché ici, j'ai aucune perspective pour demain, et quand j'en demande, j'ai pas de réponse. Ça me fait mal, en fait. Bosser avec des mauvais outils, la mauvaise organisation, de mauvaises relations et une projection en panne, ça fait mal physiquement et psychiquement aux gens. Donc, moi, aujourd'hui, dans mon travail, j'accuse ça et je fais quand même mon boulot. Mais tant qu'ils ne régleront pas ça, comment veux-tu que je croie qu'ils puissent dire la santé, la mienne en particulier, c'est une priorité. Donc, je me rends compte de ce grand écart entre l'intention et la réception du message, quoi. Ce qui fait que quoi? Eh bien, j'ai mis en place exactement de la même façon presque, hein. J'ai mis en place la même attitude. J'ai dit aux entreprises, mais on ne va pas pouvoir, à moins qu'on mette une pression de malade, on ne va pas pouvoir atteindre l'objectif qui est le nôtre, d'avoir le plus haut niveau de santé physique et mentale, en balançant des consignes et en disant constamment aux gens, voilà ce qu'il faut faire, on a compris mieux que vous, on a pris 3 experts, on a fait un groupe de travail et ça s'impose à vous, quoi. Il faut commencer par les écouter, aller chercher au cœur de chaque situation de travail ce qui empêche les gens de bien faire et bien vivre leur travail et en faire quelque chose, quoi. Et ça, en 2002, c'est ce que j'ai proposé aux entreprises qui sont venues me rencontrer face à ce constat. On ne peut plus faire de démarche et crédible, opérante, transformante en fait. On ne peut pas mener une démarche de santé au travail sans les travailleurs et on ne peut pas mener une démarche de santé au travail sans les écouter. Et je vais aller un peu plus loin là-dessus. Très souvent, quand je parle de l'écoute des travailleurs, beaucoup des gens à qui j'en parle me disent: «Écoutez les problèmes». Ce qui est vrai, hein, ils ont des problèmes et quand je parle des travailleurs, je fais exprès d'utiliser ce terme, tu vois? Parce que c'est toute personne. Un travailleur, c'est toute personne qui produit un travail dans une organisation, qu'il soit salarié, qu'il soit évidemment salarié sous quelques statuts, qu'il soit manager, salarié sous quelques statuts, mais qu'il soit aussi vacataire, qu'il soit aussi intérimaire pour celles et ceux qui en ont, quoi. C'est aller chercher auprès de tous ceux qui contribuent au travail, ce qui les empêche de bien le faire et de bien le vivre, et chercher des solutions avec eux. Et quand vous parlez, écoutez les travailleurs, le plus souvent, eh bien, les gens pensent écouter les problèmes, très peu de gens pensent écouter les solutions, en fait. Associer au débat non seulement des problèmes qui existent, mais des solutions à mettre en place, les mêmes, ceux qui le font, le travail. Donc j'ai proposé cette, tu vois, je me suis dit: «Mais le même besoin que j'avais pu trouver pour atteindre des niveaux de performance demandés, le même besoin s'exprime pour atteindre, un niveau de santé au travail qui est attendu par les entreprises et ceux qui font le boulot». Donc j'ai lancé ces démarches participatives et comme on disait: «Écouter, c'est pas obéir, écouter, c'est répondre». Très rapidement, on s'est dit: «Mais, si on écoute les gens», tu vois, beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants que je peux voir aujourd'hui me disent: «Ah, si vous me demandez d'écouter les travailleurs, ça va être une boîte de Pandore, ça va partir en live, tout le monde va tout vouloir, ça va générer des déçus, donc je vais pas le faire parce que je vais avoir plus de problèmes après qu'avant». Ouais, ça, c'est une expression de besoin que j'entends très souvent. Enfin, une expression de peur, pardon, que j'entends très souvent. C'est-à-dire qu'il faut être très bon, faut être très bon sur l'écoute, c'est vrai, mais il faut être très bon sur la réponse. Il faut être très clair sur le processus qui va mener à, la réponse, quoi. Et c'est là que j'ai dit aux entreprises: «Eh ben, voilà ce qu'on va faire. On va premièrement, ça c'est tout à fait normal, on va se préparer à réussir ce changement de management. Donc on va créer un comité de pilotage avec vous le dirigeant, les RH, les préventeurs et puis vos partenaires sociaux. Ils sont incontournables dans le débat. Donc on crée un comité de pilotage. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas des tiers, c'est pas des psychologues du travail, c'est pas des consultants externes qui vont aller écouter les travailleurs. Eux, ils existent, ils sont nécessaires, il faut les garder. De toute façon, il y a souvent déjà des ressources en place en entreprise. Ils existent quand le management n'arrive pas à répondre à ce besoin et c'est indispensable qu'ils y soient. Non, c'est pas ça qu'on va faire. On va intégrer dans chaque équipe, on va intégrer à partir des managers de chacune des équipes, une dimension qui permette cette expression de besoin et cette expression de solution. Et pour pouvoir être tenable cet objectif-là, quand je disais aux dirigeants, quand vous allez l'annoncer, quand vous avez peur que ça parte en live, que ce soit un grand open bar, etc. Très bien. Ben déjà, on va former tous vos managers à avoir la bonne attitude pour pouvoir générer ce débat sur le management qui est le leur le plus souvent.
Mais d'autre part, il faut qu'on soit sur un point de méthode qui vous sécurise dans la réponse et que vous soyez en capacité de dire j'ai tenu ma promesse. Et voilà ce qu'on a fait. Tout ce que les gens vont remonter dans chacune des équipes comme problème pour bien faire et bien vivre son travail, tout ce qui va remonter, que ce soit des problèmes techniques d'organisation, de relations ou de projection dans l'emploi, tout ça, c'est ce qui peut leur faire mal ou ce qui leur fait mal. Et donc, ce sont des risques. Eh bien, c'est la seule façon de s'en sortir pour qu'on puisse aboutir à une démarche vertueuse. Nous allons donc tout écouter. Tout ce qui va remonter, ce sont des risques, mais donc tous ces problèmes ne se valent pas tous. Donc nous allons tout écouter et tout se vrac dans chacune des équipes au grain du manager. Nous allons trier les problèmes par ordre d'importance décroissante. On peut le dire comme ça ensemble, de niveau de risque décroissant, en fait, sur les problèmes qui peuvent faire le plus mal aux gens physiquement et psychiquement d'abord, pour ensuite traiter ceux qui pourront faire le moins mal aux gens physiquement et psychiquement d'abord. Donc on a formé les managers à pouvoir évaluer les problèmes remontant des équipes selon le niveau d'atteinte à leur santé physique et mentale. Donc tout écouter pour tout évaluer et après agir en fonction de cette priorisation-là. Écouter, évaluer, agir, c'était ça, le chemin de méthode qui permet d'arriver au bon point de rendez-vous. Ce qui fait que l'employeur a dit quoi? Oui, ben, dans le premier temps de ces démarches-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses partenaires sociaux, il dit à ses salariés, il dit à ses managers qui sont à la fois écoutés et écoutants, donc ils sont des deux côtés, salariés d'un côté, manager de l'autre, enfin, manager salarié aussi, mais avec une fonction de management de l'autre. C'est la promesse de l'entreprise, c'est tout écouter, point 1, pour tout évaluer dans chaque unité. On aura le pire et le moins pire des problèmes remontés, point 2, et pour agir ensemble par ordre de priorité. Et donc, on commencera par les 3 premiers, les 3 pires problèmes qui remontent de chaque service. Et ensuite, s'il y en a 10 qui sont classés, eh bien, on ira attaquer le 4e quand les 3 premiers auront commencé à avoir leur réponse, et le 5e et le 6e ensuite, de haut en bas, quoi. Et les gens comprendront pourquoi on ne fait pas tout tout de suite. Et cette promesse, elle est tenable. C'est pas tout tout de suite, et c'est pas l'open bar. Et il y a un guide pour pouvoir aller du problème à la solution en impliquant les gens dans la solution. Donc ça, c'est le chemin que j'ai proposé. On forme tout le monde à savoir faire ça. On informe tout le monde du fait que ce sera comme ça que la réponse va se structurer. Ça va générer, hein, j'ai dit aux dirigeants, aux partenaires sociaux, ça va générer beaucoup d'insatisfaction. On a des gens qui vont dire c'est pas normal que vous traitiez par exemple que les 3 pires de chaque unité parce qu'il y en a plein qui sont là depuis longtemps. Voilà. C'est pas normal que vous fassiez pas tout tout de suite. Comme on dit, écoutez, c'est pas obéir. Donc oui, ok, on aurait sûrement dû faire tout ça avant, mais l'idée, c'est de commencer quelque chose de vertueux. Et ce qui est en dessous des 3 pires n'est pas condamné à ne pas être transformé, hein. Mais on ira le traiter ensuite et ensemble, chacun, avec les solutions qui pourront être les nôtres et celles qu'on décidera de prendre. On ira les traiter selon cet ordre-là. Et ça a amené quoi? Ben, ça a amené à faire euh, adhérer le management à la démarche, parce qu'il en profitait lui-même en tant que salarié, et il était capable d'emmener ses équipes dans quelque chose qui était maîtrisé, dans un cadre. Et ça a aussi amené, mais c'était un sous-produit, à consolider un document qu'on appelle l'évaluation des risques, que je pense que vous connaissez tous. Tu vois, ce document-là dont on demande la présence en entreprise, eh bien, ce document-là, très souvent, il est fait par ceux qui l'ont fait, connu par ceux qui l'ont fait. Il a du mal à vivre, en tout cas, il n'est pas pris dans le relais du management qui devrait s'en emparer, quoi. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas des situations réelles des personnes dans chacune des équipes, dans la spécificité que chaque équipe peut avoir de la façon dont elle fait et vit le travail. Eh bien, ça a mis à jour le document unique de façon participative dans chaque unité de travail, jusqu'au programme annuel de prévention qui en était issu. Et c'était des sous-produits réglementaires, mais qui cochaient toutes les cases de ce qu'attendaient toutes les institutions. Donc écouter, évaluer, agir avec les personnes, on a lancé ces démarches-là. Et pareil, ben, une étude de l'INRS est venue voir ce qu'on avait trouvé, a relevé tout l'intérêt qu'elle pouvait y avoir rencontré, quoi. On a réduit les accidents du travail, enfin, ils ont réduit leurs accidents du travail grâce à ça, leur absentéisme maladie grâce à ça, leur stress grâce à ça. Donc cet article très élogieux est parti. Et depuis, beaucoup de gens, quand j'étais dans les CARSAT, sont venus me voir, des grandes entreprises, en disant on veut la même chose. On veut rendre un management plus participatif, et ça, ben, vous êtes là-dessus. Mais d'un autre côté, on veut avoir moins d'absentéisme, moins d'accidents du travail, moins de stress, et vous êtes dans un même élan en train d'attaquer ces deux problèmes. Et donc, j'ai été nommé correspondant national pour toutes les CARSAT dans le développement des politiques santé au travail des grandes enseignes, et j'ai fait ça pendant 10 ans. Ensuite, j'ai créé mon cabinet. Donc, le cabinet s'appelle Master. C'est un acronyme un peu foireux, mais je n'ai pas trouvé mieux. Donc, il est basé à Marseille. Ça veut dire Management de la santé au travail par l'écoute et la réponse. Et on a été reconnu innovant par le ministère de la Recherche parce qu'on abordait dans un même élan les questions de management et les questions de santé au travail.
Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que dans l'accompagnement qui est le nôtre, eh bien, j'ai vu que les entreprises, et ça a commencé à m'inquiéter, quand elles me sollicitaient, voilà, pour ce sujet-là, comment faire en sorte qu'on ait une meilleure santé physique et mentale pour nos travailleurs. Eh bien, j'ai vu des entreprises qui se commençaient à me dire, bah tiens, qu'est-ce que vous en pensez? On a mis en place une politique QVT, qualité de vie au travail, qui prévoit des salles de sieste, qui prévoit du yoga, qui prévoit de la méditation, qui prévoit des fruits bio à la cantine, qui prévoit des journées pull moche, qui prévoit des baby-foot, quoi. Je me suis mis à voir des tas d'entreprises partir dans ces directions-là. C'est-à-dire, on ne discute pas de ce qui empêche les gens de bien faire et bien vivre leur travail. On met en place des produits et des services pour qu'ils puissent compenser les effets du travail en se déstressant parce qu'on va aller faire du yoga, en se déstressant parce qu'on va aller dormir, etc. Enfin, ce ne sont pas des mesures qui agissent sur les causes de ce qui empêche les gens de bien faire et bien vivre leur travail, mais sur les conséquences. Alors, quand j'ai vu ça et que ça sortait de partout et qu'on parlait plus que de QVT, qui passait à côté du sujet, ce sujet, c'est travailler sur tout ce qui fait mal aux gens, que ces risques soient par nature technique ou psychosociaux. Ce débat sur comment on fait et vit son travail dans réel, comme on dit, quoi, c'est-à-dire dans la réalité de chaque situation, il n'était pas du tout à l'agenda des entreprises qui se sont engagées là-dedans. Et donc, j'ai écrit des tribunes pour dénoncer ça, quoi, pour dire la QVT, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être un évitement, en fait, du débat sur comment on fait et vit son travail. Et ça, c'est un gros sujet. Bien sûr, après coup, on pourra faire du yoga, etc. Mais ça ne peut pas être substitutif à l'effort d'aller chercher à récupérer les gens dans la co-construction des solutions qui leur manquent. Et toutes ces tribunes voilà, qui sont sorties n'ont rien changé, au point que j'en ai écrit un bouquin. J'ai dit, bon, je vais faire un dernier truc, je vais écrire un bouquin. Ce bouquin, je l'ai appelé La QVT, en finir avec les conneries. J'ai mis un titre très scientifique. Et puis, ce bouquin, il a commencé à changer des choses, en fait. C'était ça qui était la bonne nouvelle. Il a eu 4 effets. Premier effet, il a, j'ai été contacté, puisque je redéfinissais la place de l'écoute, les conditions pour la mettre en œuvre, puisque je proposais des redéfinitions des grands concepts. Quelle est la différence entre les risques psychosociaux et la QVT, pour arrêter de tout mélanger tout le temps. Je proposais de remettre en perspective voilà, une démarche cohérente autour de ces sujets-là. Eh bien, j'ai été contacté par un groupe de travail international, soutenu par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui me dit, voilà, on a un projet de faire un guide qui s'appelle Entreprise mondiale et bien-être au travail. On a du mal à se mettre d'accord, groupe que nous sommes, international que nous sommes, avec voilà, les institutions qui nous compassent, on a du mal à se mettre d'accord sur faut-il parler de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail, de bien-être ou pas, voilà, comment est-ce qu'on définit tout ça? On a lu votre bouquin, est-ce qu'on peut reprendre les modélisations clés et les principes clés que vous défendez dans votre bouquin? Donc ça, c'était un premier effet, alors que c'est un bouquin fait à Marseille. Moi, je suis un tout petit préventeur et je suis un peu rien ni personne dans le dispositif, hein, je ne suis plus du tout une institution. Il est auto-édité ce bouquin, enfin, voilà. Voir qu'il a été repris par cette institution-là, au niveau international, dans les propositions et les concepts qu'il promeut, ça, c'était un premier effet inattendu. Le deuxième effet inattendu, c'est que des gens ont commencé à mon initiative, quand je suis allé voir mon réseau, en fait, des gens que je connaissais, j'aurais dit, mais moi, j'ai pas écrit un bouquin juste pour compter les exemplaires. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'influer, d'emmener à une plus grande échelle que ce qu'on peut faire chacun à la petite cuillère des entreprises qu'on suit? Est-ce qu'on peut pas essayer d'emmener un mouvement plus général pour que l'écoute des travailleurs dans une démarche maîtrisée, pour améliorer leur santé physique et mentale, puisse s'engager, quoi? Et j'ai vu, c'est le deuxième effet, que beaucoup de gens ont rallié cette initiative-là. Donc, c'est-à-dire, pour les citer, oui, mais il y a Sophie Thierry, qui était la co-garante des Assises du travail, qui préside la section travail au Comité économique, social et environnemental, le CESE, qui tout de suite me dit, moi, je suis partante pour aller dans cette réflexion-là. Jean-François Naton, pareil, qui est un conseiller au CESE, qui a beaucoup œuvré sur les questions du travail, me dit, je viens. Michel Ledoux, l'un des plus grands avocats de France en santé au travail, me dit, je viens. Le président du Bureau international du travail en France me dit, pareil, je rejoins l'initiative. Stéphane Seyé, qui est l'ancien directeur des risques professionnels en France, aussi. Une grande mutuelle, Malakoff Humanis, qui fait aussi beaucoup de prévention, me dit, je rejoins le truc. Des services de prévention et de santé au travail que je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, je rejoins le mouvement. Donc ça, je me rends compte, c'est le deuxième effet, que la volonté de faire autre chose que de dire, j'ai écrit un livre, mais de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas voilà, engager une transformation plus grande, elle rallie les personnes. Troisièmement, j'ai lancé, et dans 5 minutes, j'ai fini, hein, parce que je me mets à votre place.
Donc, j'ai lancé une initiative sur LinkedIn l'année dernière où j'ai dit, eh bien, si on en parlait aussi sur le terrain, est-ce que vous seriez intéressé pour que un bouquin de 400 pages, tout le monde ne va pas le lire, le projet qui porte non plus, est-ce que vous seriez partant pour trouver une place, des chaises, des gens, partout en France, vous me dites, moi je viens, et on parle bénévolement du sujet. Vous le faites bénévolement, moi aussi. On rencontre des gens sur le terrain, pas derrière un écran, pour pouvoir engager un débat ensemble sur c'est quoi les perspectives, enfin, l'état des lieux et les perspectives de la santé et de la qualité de vie au travail aujourd'hui. Et en lançant ça sur LinkedIn, j'ai appelé ça le Tour de France de la QVT, c'est dont parlait Karine tout à l'heure. Et ben, à date, et il y en a encore eu une à Lyon avant-hier, il y a 23 étapes qui ont été réalisées, qui ont réuni plus de 1300 personnes autour du sujet en un an. Et ça m'a saisi, vous voyez, de voir autant de gens qui voulaient qu'on en parle auprès d'eux. Et quand j'ai vu les employeurs, quand j'ai vu des patrons de camping, des patrons de pépinières, quand j'ai vu, on est intervenu aussi dans des structures universitaires, on a vu des représentants des salariés, on a vu des travailleurs, des étudiants, quoi. Et à la fin des conférences, vous voyez, quand on sortait de là en disant, premièrement, il faut qu'on traite de façon équivalente dans les actes, pas dans les paroles, la santé physique et mentale de tous ceux qui bossent chez nous. Deuxièmement, il faut qu'on traite de façon équivalente tout ce qui peut leur faire mal qui vient du technique, des environnements techniques, des outils qu'ils ont, des locaux qu'ils ont, mais de façon équivalente l'environnement technique avec l'organisation du travail, la charge de travail, ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, ensuite les relations au travail et la projection dans l'emploi. On ne peut pas privilégier l'un par rapport aux autres, et le plus souvent c'est l'environnement technique. Donc, quand on sortait de ces conférences en disant il faut traiter à égalité de traitement la santé physique et mentale, une égalité de traitement de tout ce qui fait une situation de travail, l'environnement technique, l'organisation, les relations, la projection, et on n'y arrivera pas donc sans le faire avec les travailleurs, en les écoutant dans une démarche structurée. Oui, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit c'est super, mais là vous partez, et comment on fait en fait? Concrètement, comment on fait? C'était ce que les gens m'ont le plus dit. Concrètement, comment on fait? Et à force d'entendre ça, vous voyez, je pense à un patron de camping qui m'a dit ça, qui m'a dit: «Moi, je suis un patron de camping vers Perpignan, on est face à la mer, j'ai plus de saisonniers, ils veulent plus venir, l'attractivité est pas au rendez-vous». Alors que ça a toujours fonctionné là-dessus. Donc je comprends que, il en était convaincu. Je comprends que, ces saisonniers et même mes salariés, qui parfois s'en vont, ont besoin de participer au débat sur comment ils font et vivent leur travail. Mais moi, vous partez, je ne sais pas comment faire après ça pour le mettre en œuvre concrètement. Et ben, j'ai réuni tous ceux que j'avais pu rallier à la cause et je leur ai dit, eh ben, proposons-leur un chemin, proposons-leur un mode d'emploi. Et ça, on saura faire, ça fait quand même des années qu'on sait le faire. Donc, mettons-nous d'accord entre nous. Est-ce qu'on se mettra d'accord sur un référentiel qui concrètement, opérationnellement, répondra à l'expression de besoin de comment on fait concrètement pour toutes les entreprises qui veulent y aller? Donc, on a mis au point une démarche qui n'était pas sortie de nos cerveaux, qui était sortie de notre expérience du terrain. Donc, mettons-nous, et c'est le défi que j'ai lancé à tous ceux qui étaient OK pour avancer ensemble, est-ce qu'on se mettra d'accord sur un référentiel commun qu'on défendra ensemble en disant ça, si vous le mettez en place, vous verrez votre entreprise atteindre cet objectif de santé physique et mentale traitée à égalité, du travail et tous ses composantes traitées à égalité par l'écoute de ceux et celles qui font le travail. Et vous verrez ce que vous allez gagner en santé physique et mentale de vos salariés, mais aussi dans la santé physique et mentale des dirigeants, et encore dans l'attractivité de vos boîtes et leurs performances. Et on s'est mis d'accord, ils ont été OK pour répondre à cette expression de besoin. C'est là que j'ai créé, parce que je voulais que ce soit un projet comme l'initiative du Tour de France de la QVT, un projet plus grand que nous en fait, un projet qui ne défende pas nos intérêts particuliers, même s'il faut toujours les défendre. Donc, j'ai créé une fondation à but non lucratif d'intérêt général. Je l'ai appelé Projet 41-21. Donc ça veut dire quoi? Le 41-21, ça fait référence à un article qui dit, du code du travail que justement, l'employeur protège la santé physique et mentale, vous voyez, à égalité de traitement. Donc c'est l'objectif attendu et voilà ce que ce projet propose. Il a été inauguré le 13 juin, donc il n'y a pas longtemps au CNAM à Paris. Ce projet propose maintenant avec ce référentiel, cette démarche-là, il propose à 1000 entreprises en France, toutes tailles, tout secteur d'activité, de se l'approprier, de trouver une façon avec ses partenaires sociaux de le mettre en œuvre sur 1, 2 ou 3 ans. Il s'articule autour d'un pilier, écouter, évaluer, agir. Et derrière, il propose d'en mesurer scientifiquement. C'est pas juste faites ça, puis vous me direz si c'est bien. Il propose d'en mettre
une étude scientifique d'évaluation de sa valeur ajoutée sur la santé physique et mentale des travailleurs, la santé physique et mentale des dirigeants et l'attractivité et la performance économique des entreprises. Et j'aimerais tellement que ce projet puisse s'appliquer aussi au monde public, qui souvent est laissé pour compte des politiques santé au travail par rapport à ce qui peut être dans le domaine privé. Donc j'aimerais tellement ça que quand Karine m'a dit, mais on pourrait en parler, ça peut intéresser des universités de s'engager dans cette dynamique-là et de faire partie du projet, que c'était toute l'initiative de cet échange-là. J'ai fini mon trop long speech, je suis désolé. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de me mettre complètement à votre écoute sur les questions que vous pourriez avoir et puis les réactions que vous pourriez avoir à tout ça. Merci Vincent. Du coup, le chat est ouvert. Après, vous pouvez aussi prendre la parole en levant la main, voilà, pour questionner cette démarche d'écoute des travailleurs. Des réactions, voilà, est-ce que ça vous évoque quelque chose, des situations connues? Alors, Pierre, Bonjour, oui, je vous remercie donc pour cette présentation et ce témoignage. Moi, j'ai une question un peu générale, c'est comment vous avez réussi dans les différentes expériences à faire passer auprès des managers la conciliation qu'il allait falloir mettre en place entre le travail opérationnel souvent des managers et le travail de management, parce que souvent il y a souvent deux fonctions en fait. Et c'est souvent ce qui est très difficile à mettre en place. À titre individuel, j'ai du mal à le faire et je sais que beaucoup de collègues ont du mal à le faire aussi. Donc voilà, comment ce message, vous arrivez un peu à le faire passer? Je suppose que bon, les résultats dont vous parlez, ce sont des preuves, mais dans les faits, méthodologiquement, comment on peut amener les gens à passer plus de temps justement sur l'écoute et sur la mise en place ouais, Hmm. de ce dont vous avez parlé? Voilà. Bah, vous avez raison Pierre, mais ça c'est alors je comprends encore mieux parce que quand même, depuis le temps, les 25 ans où j'ai pu, collaborer avec, des gens de l'université d'Aix-Marseille, c'est un sujet évidemment qui a souvent uni nos débats, quoi. Et c'est vrai que de ce que j'ai pu comprendre, hein, je prends vraiment la réserve, je suis pas un professionnel dans, l'université comme vous toutes et tous, êtes, mais, ce débat, déjà le débat du management. C'est quoi ça veut dire quoi le management, dans une structure universitaire? Ça, c'est un premier débat, quoi. Il est en charge de quoi? Il a une autorité de quoi? Il a des moyens de quoi? Ça, c'est un petit peu moins. C'est pas tout à fait vrai, à 100, mais c'est quand même un petit peu moins cette question, elle se pose un peu moins dans le strict monde de l'entreprise privée. Mais pour autant, les gens du privé ont cette même question, c'est, comment je trouve le temps de faire ce que vous me demandez, quoi? Eh bien, comment est-ce qu'on a résolu ça? Déjà, on l'a pas toujours résolu, Pierre. Je vais être très transparent là-dessus. C'est-à-dire que parfois, l'ambition d'y aller y va, mais les moyens d'atteindre cet objectif-là, se retrouvent pas, au rendez-vous, de leurs besoins, quoi. Mais quand on a réussi à le faire, parce que personne n'a le temps de faire du boulot en plus, en fait, que ce soit chez vous, dans l'université, dans le monde universitaire ou que ce soit dans les entreprises privées, heu, personne ne part trop tôt de son boulot le soir en se disant: «Bah, tiens, s'il y a un beau projet qui rentre, je pourrais le faire pendant mes heures de travail puisque je pars plus tôt que ce que je devrais», quoi. Donc tout le monde est full, quoi. On a réussi à le faire en engageant le dirigeant. C'est la seule façon de transformer en fin de compte, et de répondre à ces besoins-là. C'est-à-dire en rencontrant le décideur, en rencontrant l'employeur, en rencontrant le dirigeant et en lui donnant ce défi-là. C'est si vous êtes OK avec ce principe, si vous voulez transformer votre entreprise un peu plus avec, ceux qui font le travail que pour eux, alors c'est tout de suite les mettre face à ça. Ça se réglera pas avec une petite formation et puis tout va se faire tout seul. Ça ne pourra se faire qu'avec, un engagement opérationnel très clair qui donne aux gens les moyens de faire ça. Et donc chaque entreprise son sujet. Je vous donne un exemple simple, hein, mais ça, c'est un éclair il faut absolument éclairer la décision de l'employeur sur le fait que ça va lui coûter du temps, donc de l'argent et que ça va coûter du temps aux gens, quoi et qu'on va pas pouvoir mettre les gens dans une surcharge de travail qui va nuire à l'objectif qu'on poursuit, c'est-à-dire leur santé au travail, quoi. Donc, pour vous donner quelques exemples, et ça, c'est un débat qui doit habiter toutes les organisations. Vous voyez, j'étais hier matin avec une organisation associative, c'était la même histoire. Comment on fait pour faire ça si on veut y aller? Ben, le débat de comment on doit le faire, comment on peut le faire, c'est lui qui doit présider en fin de compte à la démarche.
Eh ben, j'ai eu des dirigeants qui m'ont dit: «J'y vais pas», pour reprendre. Voilà, tout motivés qu'ils étaient quand je leur ai dit: «Mais le temps que ça va prendre aux managers pour écouter, le temps que ça va leur prendre pour évaluer les priorités, le temps que ça va leur prendre pour chercher avec leur équipe des solutions, faire, comme on a dit tout à l'heure, les arbitrages nécessaires et puis réguler tout ça. C'est du temps qu'ils auront en moins pour produire ou faire ce qu'ils faisaient d'habitude, quoi. Comment on anticipe ça? Bah, il y a des managers qui ont dit: «Ce temps-là, je l'ai pas, donc j'y vais pas», et je pense qu'ils ont bien fait de pas y aller, parce que donner des objectifs aussi forts aux gens et pas les atteindre, c'est leur faire 2 fois mal. Deuxièmement, on a des dirigeants qui ont donné du temps en renonçant à une, activité première. Je m'explique, on a des, dirigeants, par exemple, dans des services de commerce qui ont dit: «OK, ben, on va fermer, donc 1, 2, 3 dans le mois, midi ou soir ou après-midi. On va pas servir le client pour faire ça. On va renoncer à ce chiffre d'affaires-là pour trouver le temps nécessaire à». On a des gens, des managers qui ont profité d'espaces existants qui ne tournaient pas bien pour pouvoir faire un annulaire en place et mettre dans ces espaces de management-là, cette démarche-là, en disant: «OK, on avait» quelle que soit la démarche, hein, quelles que soient les réunions déjà existantes ou quels que soient les temps d'échange existants, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et troisième cas de figure, on a des, gens qui ont payé des heures sup pour que le travail continue de se faire pendant que les équipes étaient en train de se poser la question de savoir: «Comment est-ce qu'on peut mieux faire et mieux vivre notre job?» Donc je dis pas du tout qu'il faut faire soit l'un, soit l'un, soit l'autre. Mais qu'est-ce que je dis par là? C'est que comment est-ce qu'ils ont décidé ça? Pas par la prescription du consultant que je pouvais être, quoi. Face à cet indispensable rendez-vous, des moyens à donner aux managers, pas que de formation, mais des moyens à donner pour que concrètement, ils puissent avoir le temps de faire ça, quoi. Et ça, bah, chaque unité ses besoins et chaque unité ses moyens, quoi. Et du coup, je me permets de compléter ma question, mais est-ce que les gens avec qui vous travaillez sur les mises en place de ces dispositifs, ce sont des entreprises ou des administrations, peu importe, qui sont dos au mur, c'est-à-dire ça va vraiment mal et ils se disent qu'il faut se mettre en question, ou est-ce qu'il y a aussi, et ce serait uniquement ça, ou est-ce qu'il y a aussi juste des gens qui tiennent à améliorer un petit peu leur pratique? Parce qu'en gros, je veux bien croire que quand on est dos au mur, qu'on est voilà, au bord de la banqueroute ou au bord d'une tutelle, enfin, je ne sais pas, suivant les établissements, je veux bien croire qu'on s'engage là-dedans. Mais voilà, est-ce que ça fonctionne aussi quand c'est juste dans une démarche d'amélioration ou d'optimisation? En fait, pour répondre à ça, je reviens toujours au même, hein. Dès qu'on a un dirigeant éclairé, hein, de l'objectif et des moyens pour l'atteindre, dès qu'on a un dirigeant qui se dit: «Il faut que je le fasse», que ce soit parce qu'il est dos au mur, mais que ce soit aussi parce qu'il se rend compte que, bah, il n'attire plus. Donc, s'il ne trouve pas une solution aujourd'hui, vous voyez, j'ai un dirigeant, par exemple, qui est dans une entreprise qui va super bien, sur les chiffres, hein, aujourd'hui. Sauf qu'il m'a dit, quand on a inauguré, le 13 juin, à Paris, là, quand on a inauguré le projet, il est venu me voir à la fin, il m'a dit: «J'ai plus le choix». Il me dit: «Je dirige une entreprise qui emploie 100 personnes et j'arrive plus à trouver des gens qui restent». Il dit: «C'est pas qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est que les gens viennent et repartent et je me rends compte qu'on n'arrive plus à motiver la croi enfin, à se s'armer entre guillemets pour, la croissance de l'entreprise qui n'attend que des gens motivés qui restent et cetera», et il me dit: «Je me rends compte que mon management, en fin de compte, il pêche sur ce sujet-là». C'est qu'on leur dit: «Tu rentres, tu fais», j'exagère, hein, mais tu rentres, tu fais, tu te tais et tu seras bien payé, tu auras un boulot, même un CDI, et que ça matche plus, et avec les nouvelles générations, mais pas que, aussi avec des générations de gens qui sont plus anciennes et qui ont plus envie de perdre, en tout cas de ne pas participer au débat. Donc il est pas dos au mur, pour le dire comme ça, mais il a envie. Alors c'est une envie motivée par ce besoin qu'il anticipe, d'une problématique qui peut arriver, quoi. Et puis troisièmement, on a aussi des dirigeants qui, ça c'est vrai, qui veulent une entreprise qui ne soit pas forcément celle qu'ils ont connue ou reçue. Donc on a aussi, j'ai rencontré, hein, c'était la semaine dernière à Strasbourg, j'ai fait une intervention, dans un salon de prévention, voilà, où là j'ai un dirigeant qui lui, il est très attaché à créer, une dynamique participative, presque, j'allais employer un gros mot, démocratique, parce que c'était le mot qu'il a utilisé, quoi. Une démocratisation du management pour, voilà, ce qu'il veut vivre en tant que dirigeant et faire vivre, aux salariés qu'il emploie. À partir du moment où l'envie du dirigeant, elle est d'y aller, quelles que soient les motivations qui sont les siennes, la 1, la 2, la 3 ou les 3 tout ensemble, alors, bien éclairé sur les moyens qu'il aura à mettre en place, on a une chance d'y arriver.
Alors, est-ce qu'une autre personne peut prendre la parole? Ou pareil, vous pouvez. Voilà. Charlotte? Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi, je suis arrivée un petit peu en retard. Alors peut-être que c'est un sujet que vous avez déjà abordé, mais moi, je m'interroge sur la place des espaces de discussion sur le travail. Voilà, alors nous, à Sciences Po Ex, pour l'instant, ça n'est pas une démarche que l'on a mis en œuvre. Et donc, je voulais savoir si certains collègues euh, utiliser ces espaces dans leurs organismes respectifs. Et voilà, si vous pouvez nous faire un petit retour sur ce nouveau dispositif. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être, je ne sais pas si cette question s'adresse à moi, Charlotte. Ce que je peux dire, juste si vous êtes arrivé en cours, c'est que l'idée, c'est de rendre opérationnelle la place de ces espaces de discussion dans le travail. Opérationnel pour qu'ils s'intègrent au management des équipes et surtout opérationnel pour qu'ils transforment le travail qui s'exprime. Parce que trop souvent, ces espaces de discussion sont des espaces avortés de la transformation souhaitée dans les actions qui ne portent pas, quoi. Donc l'idée, c'est de créer ces espaces-là de façon en leur donnant voilà, tous les moyens de transformer avec les personnes concernées les problèmes qui peuvent remonter pour bien faire et bien vivre son travail. Mais je ne suis pas sûr que la question s'adressait à moi, Charlotte. Vous vouliez peut-être plus savoir si d'autres universités avaient mis en place des espaces de discussion sur le travail, c'est ça? Oui, c'était un peu savoir ce que vous D'accord. pensiez aussi de ce dispositif-là. Parce que c'est pas finalement un affichage qui n'aurait pas à la fin le but souhaité. Ouais. En fait, alors si c'est cette question-là, j'ai trop rencontré, et aujourd'hui c'est ce que me disent le plus les travailleurs et leurs représentants, j'ai trop rencontré d'initiatives d'écoute et de discussion qui n'ont pas mené au changement annoncé. Et ça, c'est horrible, quoi. Parler des problèmes pour voir que ça n'est pas transformant. Ça crée une double peine, en fait. Premièrement, c'est que ça blesse les personnes qui se sont exprimées, qui ont cru en ça, hein, qui ont fait part de leur vécu pour que voilà, le travail se transforme, sans forcément que ce soit critique. Enfin, quand on parle de mieux vivre son travail, c'est pas parce qu'on est tous au bord du burn-out, pour prendre l'expression galvaudée du moment. Bon. Mais voilà. Et deuxièmement, c'est que ça crée une chape de silence. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont pas si mauvaises que ça pour écouter, pour beaucoup d'entre elles. Par contre, et c'était encore hier, vous voyez, le débat qu'on faisait, hier, il y avait toute une salle qui ne voulait pas y aller. Hier, j'étais face à toute une salle, c'était une association, hein. C'est une association, vous voyez, c'était pas une entreprise à but lucratif à fond, pas du tout, hein, qui se disait, on va pas payer les gens en heure sup, quoi. Et quand j'ai cherché à comprendre pourquoi, ils m'ont dit, on a déjà fait ça, on a déjà discuté du travail, quel que soit le nom qu'on lui donne, d'accord? On nous a déjà mis dans des projets de transformation et tout ce qu'on a proposé, rien n'a été fait, voire même l'inverse a été fait et ça nous est tombé dessus du jour au lendemain. Et ça, c'est une blessure à double titre, personnelle, pour la confiance qu'on a donnée au projet et qui n'a donc pas été respectée, qui a été trahie. Et deuxièmement, pour ce qu'on doit subir, des décisions qui ont été prises sans nous, et presque, c'est comme ça que c'est vécu, contre nous. Ben, vous voyez, il y avait une espèce d'immense chape de plomb quand j'ai fini de présenter ça auprès de cette association, parce que son vécu était celui d'un espace de discussion qui n'avait fait que discuter. Et il y a trop de gens aujourd'hui à qui on balance des baromètres, vous connaissez ça par cœur, hein, des baromètres sautés au travail, des baromètres d'engagement, des baromètres QVT. On n'arrête pas de prendre la mesure d'une température sans se donner autant d'engagement à répondre aux problèmes qui remontent, quoi. Oui, c'est Donc vrai. voilà, je pense que la clé, je pense que c'est un mauvais mot, si vous me permettez, Charlotte, les espaces de discussion. Moi, je les aurais appelés les espaces de transformation pour leur donner tout de suite leur objectif. D'accord. C'est pas ça m'a fait du bien d'en parler. C'est ça Oui. nous fait du bien de voir que ça change. Par contre, et c'est là vraiment où il faut être fort, quoi, je pense, hein, fort vraiment dans la transparence de l'ambition, c'est on ne va pas tout changer en fait. Il faudra aussi que vous renonciez à des actions que vous attendez très personnellement et sûrement à double titre, mais l'entreprise ne pourra pas se mettre à faire tout ce qui serait souhaitable même de faire, qui viendrait de vous. Ça, c'est un renoncement, il faut déjà vous y préparer. Mhm. Pareil, hier, vous voyez, hier, de toute cette association-là, il y avait un truc, c'était leur logiciel de gestion. On s'en moque, mais et tous les gens me disaient, quand je pense au logiciel de gestion qu'on a qui ne marche pas, et en fait, qu'est-ce qu'ils me disaient? Tant qu'on ne change pas ce logiciel, on croira en rien.
Mais en fait, j'aurais dit, c'est la cristallisation de la blessure en fait collective que vous avez subie, de cette parole qui s'est exprimée puis qui n'a rien transformé. Et vous avez tout cristallisé. Et je dis, vous savez quoi, si vous rentrez dans cette démarche, il y avait le dirigeant à côté de moi, hein. Donc il en prenait un peu pour sa pomme, mais c'est normal, il fallait qu'il entende ça. Et j'aurais dit, il est possible que ce logiciel ne soit pas changé. Si vous en faites la pierre d'achoppement, l'étalon de mesure de est-ce que ça va changer, enfin est-ce que cette démarche vaut la peine ou pas, c'est un mauvais étalon en fait. Peut-être que tout le reste va pouvoir être un peu amélioré. Restons, vous voyez, voilà, promettons pas l'impromettable, quoi. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous allez devoir aussi faire des renoncements sur les propositions que vous pourriez faire, des changements attendus et qui ne pourront pas se réaliser. Voilà. C'est aussi dans l'action de transformation du travail un principe de transparence et de clarté sur ce que là. Alors, on va se battre pour changer le plus possible, mais tout ne pourra pas être changé, même ce qui serait bien d'être changé, même si ce logiciel, il faudrait vraiment le changer. Voilà. C'est comme un contrat. Voilà. C'est comme un contrat moral et social qu'on pourrait donner autour d'une démarche qui produira tout ce qu'elle pourra produire, mais pas tout ce qui serait nécessaire de faire. En tout cas, pas tout de suite au moins. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à prendre la suite. Il nous reste encore un petit peu de temps d'échange. Encore Pierre, j'avais Pierre. une autre question. Est-ce que vous avez des données sur le temps de mise en place avant rendu selon la taille et le type d'organisation? En fait, ça, Pierre, ouais, c'est assez facile à préestimer. Quelle que soit la taille, en fait, c'est par unité managériale, quoi. Donc, en gros, on a le temps nécessaire pour un manager. En gros, hein, ça dépend du ratio des équipes, mais on a les données qui sont les plus souvent issues des évaluations qu'on fait, c'est on a un grain de 1 pour 15, un manager, un premier niveau de management pour 15 personnes. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Voilà. Mais voilà. Donc, en gros, on connaît le temps nécessaire à un manager pour pouvoir écouter individuellement ces 15 personnes, évaluer, et puis ensuite animer collectivement tous les mois une réunion qui dure 20 à 25 minutes pour pouvoir justement débattre de 1, dans un premier temps, est-ce qu'on est OK avec les priorités? Et 2, quelle solution on trouve? On connaît ce temps. On l'additionne à tout le temps nécessaire pour que chaque personne soit écoutée et que chaque personne participe à ces événements-là. Et on multiplie par le nombre d'équipes concernées pour obtenir le temps global nécessaire à l'action, quoi. Donc, si je récapitule, du coup, il y a un entretien pour chaque collaborateur, C'est c'est ça, ça, individuel. c'est ça. Et tous les mois, on se rencontre sur une réunion du coup assez cadrée qui serait de 20 à 25 minutes. C'est ça. En gros, chaque manager écoute chaque salarié qui veut bien, hein, il n'y a pas d'obligation d'eux, c'est une proposition A. Donc chaque manager écoute ses salariés individuellement, alors avec toutes les précautions d'usage, c'est-à-dire un copil qui est mis en place, qui a décidé, qui a balisé les moyens, comme vous le faites, Pierre, en disant voilà combien de temps on va prévoir et où est-ce qu'on va le trouver, etc. Mais une fois que la démarche est cadrée, on la communique à tout le collectif. Voilà, c'est ce qui va nous arriver. Vous êtes invités à participer à ça, etc. Et à partir de là, donc, et après avoir été formés, s'il y a besoin, s'ils sont déjà pas formés, s'ils sont déjà formés, tant mieux. Mais avoir des managers qui invitent individuellement les personnes à parler de comment elles font et vivent leur travail avec un support qui les cadre sur les sujets abordés. C'est des écoutes, comme on dit, semi-directives, mais je veux dire, depuis 25 ans qu'on les fait, quel que soit le tertiaire, quel que soit le niveau, on a fait ça dans des stations de ski, dans des boucheries industrielles, dans des restaurants, etc., dans des boulangeries, comme on disait, dans le BTP, ça marche. Donc, des entretiens individuels. Ensuite de ça, le manager prend tout ce qui est remonté des personnes formées qu'il est à l'avoir écouté et à l'avoir traduit objectivement en situation. Eh bien, il a le temps d'évaluer tout ça, donc de remettre cette expression-là dans une évaluation des priorités du pire au moins pire. Et ensuite, une fois par mois, ben, la première fois qu'il réunit son équipe, il leur dit, ben voilà, je vous ai écouté, vous, on se fout de qui a dit quoi, mais voilà les problèmes qui remontent, donc il valide. Il valide la priorisation. Voilà la démarche qui m'a été donnée pour évaluer les priorités. Qu'est-ce que vous en dites? Et ensuite, une fois que les gens sont à peu près OK, il y a encore du débat. Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est très bien, ce débat, il est nécessaire.
Et une fois qu'on se met à peu près d'accord sur, OK, commençons par les 3 premières là, puis les autres viendront ensuite, eh bien, toujours dans cette réunion, une fois par mois, 20-25 minutes, c'est OK, on prend le premier qui a une idée de faire quoi? Et le manager participe au débat, hein. Il n'est pas la boîte aux lettres du terrain, il participe au débat sur les problèmes et les solutions. Et à partir de là, ça remonte. Et l'entreprise, elle, doit s'assurer, par des indicateurs qualitatifs, du fait que les gens ont été effectivement écoutés, du fait que les propositions ont été effectivement évaluées et du fait que les plans d'action proposés ont été effectivement réalisés. Il faut suivre l'action avec des indicateurs de résultats sur les 3 pieds, écouter, évaluer et agir, pour ne jamais se dire au fait où ils en sont, quoi. Et le comité de pilotage suit ça. Par exemple, suit en disant, bah tiens, on a 90% des personnes volontaires qui ont vraiment eu leur entretien individuel, ou alors dans tel service, il n'y en a eu que 10. Par exemple, à Pierre, pour reprendre ce que vous disiez, eh ben, pourquoi? Bah, il n'a pas eu le temps. OK, ben là, c'est qu'on n'a pas été bon nous, parce qu'il y a eu, je sais pas quoi, une suractivité ou un sous-effectif ou les 2, et il faut qu'on lui donne les moyens de le faire, quoi. Donc il faut suivre des indicateurs d'écoute, suivre des indicateurs d'évaluation. C'est assez facile de mettre en place d'indicateurs. Le plus dur, c'est de mettre la démarche et suivre des indicateurs de réalisation des actions, quoi. On est à combien de pourcentage de réalisation des actions proposées par les équipes et validées, hein, derrière, comme étant à mettre en œuvre? Combien? 10%, 20%, ben 10%, on est nul. Et pourquoi ça bloque? Où est-ce que ça coince, quoi? Et si on est à 20, 60, 80 d'actions réalisées dans les temps annoncés, ben c'est top, quoi. Et la formation des managers, du coup, c'est une formation à l'écoute, En fait, il y a exactement, il y a 3 au choses. préalable. Comment écouter avec les bonnes attitudes et transformer ce qui est dit, c'est parfois une expression de colère, en une situation objective. Donc ça, c'est le premier pilier de la formation. Deuxièmement, donc avoir les attitudes favorables. C'est pas un entretien d'évaluation, un entretien d'écoute. Deuxièmement, comment trier tout ça? Donc c'est une petite formation à évaluer les priorités donc au niveau de risque, de tout ce qui remonte de son équipe. Et troisièmement, comment trouver des mesures nécessaires et efficientes, on parle en santé au travail de prévention primaire, des mesures qui vont agir sur les causes des problèmes. Donc une fois qu'on a les bons problèmes bien priorisés, encore faut-il les bonnes actions, non pas pour compenser leurs effets, comme on disait tout à l'heure, mais pour agir sur les problèmes qui remontent, quoi. Et ça, voilà, c'est les compétences nécessaires. Et ce qu'on a produit au sein de la fondation, on a produit le référentiel de compétences et on dit aux entreprises, c'est pas une obligation de formation. S'il y a déjà des gens chez vous qui ont des attitudes d'écoute qui sont installées, qui ont des attitudes d'évaluation qui sont installées, j'en sais rien, on ne sait pas, ben, vous n'avez pas besoin d'évaluer, de former, pardon. Par contre, s'il vous en manque une ou deux ou toutes de ces compétences-là, là, oui, il faut leur donner. C'est Ce que une je peux démarche peut-être, qu'on peut lancer que sur un service, par exemple, ou alors il faut que ce soit l'intégralité de l'établissement qui soit concerné. ma préconisation, c'est de le faire au niveau d'un établissement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un service, c'est pourquoi ce service, souvent, pourquoi pas les autres? Et bah, ça fait un peu, je vais vider l'océan avec une petite cuillère, quoi. C'est-à-dire, ça va durer 3 ans, 2 ans, j'en sais rien. Donc, voilà. Je pense que l'engagement, il doit être à la hauteur, du besoin. Maintenant, si c'est un service, faisons-le sur un service, quoi. Mais, voilà, je me méfie des trop petits pilotes pour les trop grandes structures, pour le dire comme ça. Oui, Charlotte, vous aviez une question, c'est ça? Ça doit pas, c'est pas la même Charlotte, je pense. Ah non, Ah, c'est parce que que la je vois main la n'a main pas levée, été ouais. baissée alors. C'est peut-être ça. Je crois que ça Ce que s'est je peux faire, c'est basculé. c'est peut-être finir pour pas que tout soit que sur parole, en vous montrant quelques éléments. Ça vous va si on fait ça? Super. À moins qu'il y ait d'autres, hop. Donc je fais vite, mais juste pour vous emmener un peu sur le concret maintenant si vous avez enfin, on était dans le concret, mais voilà, je vais vite, ça c'est OK. Je vais aller vite d'ailleurs tout de suite, ça c'est le constat. OK, heu, le constat, qui a motivé notre sujet, on en a parlé ensemble. Je vous partage juste ces 2 chiffres-là. Vous voyez, la DARES a montré en 2019 qu'on était 71 d'employeurs qui avions des difficultés de recrutement et en particulier chez les secteurs d'activité qui sont le moins attractifs dans l'activité proposée et d'autre part, on a la Fondation Jean Jaurès qui a sorti, une étude intéressante sur les jeunes et l'emploi, les 18-24 ans. Et vous voyez, plus d'un jeune sur 3, quand on lui a demandé qu'est-ce qui manque le plus dans l'entreprise, dit que c'est le manque de prise en compte de la voix des salariés qui, leur manque le plus. Donc on voit bien qu'on est à la fois sur des questions de santé au travail,
on ne saura pas ce que les gens ont du mal à faire et à vivre dans leur travail si on ne les écoute pas. Mais aussi, on est sur des questions d'attractivité pure et dure, quoi. Et donc, je vais aller vite parce que ça, c'est une définition dont on a parlé, mais je vais, dans le temps qu'il nous reste, aller ici. Vous présenter les fondements. Donc, pour répondre à ce double besoin de santé au travail d'un côté et d'attractivité, c'est la promesse donc, de la Fondation. En tout cas, c'est son pari. Que 1000 entreprises s'engagent, toute taille, tout secteur d'activité, à intégrer un référentiel d'écoute, essentiellement, pas que axé autour de ce triptyque, écouter, évaluer, agir, et d'en faire l'évaluation scientifique du résultat sur la santé des travailleurs, des dirigeants et de l'entreprise. C'est un engagement de transparence et de publication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'issue de cette expérimentation-là, on publiera tous les résultats, qu'ils soient bons, moyens ou mauvais, pour que tout le monde puisse en bénéficier. L'objectif, c'est de participer à l'amélioration du savoir sur les sciences de gestion. Je vais vite là-dessus, parce que ça, je pense que ça vous intéresse moyennement, sur qui compose, parce qu'on en a un peu parlé, notre fondation. Je vais aller sur le référentiel, comme ça vous verrez peut-être un peu plus. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui voudrait s'y engager, un établissement qui voudrait s'y engager, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de mettre en place, en fin de compte, les 2 grands pavés nécessaires au sujet, savoir prévenir, empêcher que ça arrive, et savoir réagir si jamais ça arrive. Donc, d'abord, on met en place un comité de pilotage pluridisciplinaire, on regarde l'action, on se demande est-ce qu'on veut y aller, est-ce qu'on a le temps d'y aller, sur qui on y va, qu'est-ce qui nous manque, est-ce qu'on a des compétences qui nous manquent, et tout ça, il y a un référentiel qui détaille tout. Un référentiel qui détaille les objectifs à atteindre et les bonnes pratiques pour les atteindre. Donc ça, c'est le débat nécessaire préalable à l'action. Ensuite, que propose le référentiel? Il a 10 blocs. Premièrement, un premier bloc, prévenir les risques majeurs. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va peut-être avoir des entreprises, surtout des TPE, des PME, vous voyez, qui n'ont peut-être jamais rien fait sur le sujet, c'est qu'elles ne se mettent pas à écouter leurs salariés si elles sont à côté d'un produit cancérogène qui crache à plein nez au nez de tout le monde, quoi. C'est, voilà, commencer par le commencement pour celles et ceux qui n'auraient jamais rien fait, s'assurer avec un professionnel d'un service de santé au travail ou en interne, j'en sais rien, qu'il n'y a pas de risque majeur dans l'établissement qui n'aurait pas été maîtrisé. Ensuite, le deuxième bloc, c'est s'assurer, si ce n'était pas déjà le cas, qu'il y ait une dynamique de prévention de tout ce qui est harcèlement, discrimination et sexisme. Et enfin, on arrive à ce bloc-là. Oui, mais chaque bloc ne se vaut pas. C'est le bloc majeur. Écouter, évaluer, agir. C'est-à-dire intégrer dans cette démarche d'écoute tous ces salariés tels qu'on l'a décrit tout à l'heure. Des gens formés pour le faire. Une écoute individuelle centrée autour de la façon dont ils font et vivent leur travail dans toutes ces dimensions. Avec, toujours dans le référentiel, il y a un support pour des gens qui seront formés à ça, un support de conduite de cet entretien pour l'emmener ensuite dans un débat collectif une fois par mois sur la validation des priorités et la recherche des solutions. Quatrième bloc, secourir. Pareil, on a pensé aux entreprises, tu vois, qui n'avaient jamais rien fait, qui n'auraient même pas un sauveteur secouriste en place si malgré ce qu'elles font en prévention, quelqu'un se fait mal. Ensuite, analyser. Si quelque chose se passe, c'est pas juste secourir quelqu'un, c'est analyser la situation qui a conduit à l'atteinte à la santé physique et mentale. Analyser quand les gens se font mal en accident, c'est tout à fait vrai, mais aussi, aujourd'hui, on a des entreprises qui ont des salariés qui partent en burn-out et qui n'analysent pas ce qui a conduit à cet état-là, quoi. Donc, toujours pareil, l'égalité de traitement de la santé physique et mentale dans ce bloc d'analyse. Et le dernier bloc de cette première année, c'est prévenir la désinsertion professionnelle. C'est-à-dire que quand les gens se font mal, s'assurer qu'ils n'ont pas du mal à retrouver leur emploi. Donc ça, c'est les 6 blocs qui sont indispensables à engager dès la première année. Et ensuite, on propose des blocs, donc il faudra engager, mais qu'on pourra placer la 2e ou la 3e année. C'est l'entreprise dans son copil qui décidera si elle veut tout faire en 1 an, en 2 ans et 3 ans, et quand est-ce qu'elle fera, si elle veut faire en 2 ans ou 3 ans, le reste de ses blocs. C'est écouter, évaluer, agir en intégrant les nouveaux. Elle peut très bien essayer de le faire dès le départ ou se dire attends, je vais déjà faire avec les salariés existants parce que voilà, on va déjà s'occuper d'eux pour ensuite intégrer tous les nouveaux dans cette dynamique-là. Écouter, évaluer, agir avec les intérimaires, les intervenants externes. Écouter, évaluer, agir au stade des projets. On a trop de projets qui se lancent, qui sont pensés pour les salariés et pas avec eux, quel que soit le projet. Et enfin, un dernier bloc, écouter, évaluer, agir, c'est pour les entreprises de plus de 50 qui n'en auraient pas.
c'est avoir un dispositif d'alerte si jamais on a des salariés qui sont en surcharge, en surchauffe ou dans des situations d'harcèlement, discrimination et qui n'ont pas un tiers ou un processus pour pouvoir signaler ces difficultés-là. Donc ça, ce sont les grands thèmes du bloc. Et à partir de là, dans le référentiel donc, qui se télécharge aujourd'hui sur le site, vous avez l'intégralité dans ces blocs, des exigences spécifiques attendues et des bonnes pratiques, y compris des outils comme les supports d'évaluation. Si vous voulez, je pourrais vous montrer à la fin un exemple d'un bloc et de sa description. Donc, ce que fait l'entreprise, une fois qu'elle a ça et qu'elle veut y aller, eh bien, elle a un chemin qui est, une fois qu'elle a ces informations, eh bien, elle va produire une lettre d'engagement. C'est-à-dire que le dirigeant va dire, OK, ben moi, ce référentiel-là, je veux l'atteindre et je m'engage. Tout part de là. C'est le dirigeant qui va produire une lettre d'engagement et que nous, on va publier sur le site de la fondation en disant, bah, tiens, il y a tel établissement qui s'engage et voilà le dirigeant. Une lettre d'engagement qui doit être cadrée. On a un référentiel d'engagement qui est présent sur le référentiel. À partir de là, une fois qu'il veut s'engager, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le référentiel, il va le mettre au débat avec ses partenaires sociaux, ils sont indispensables au débat en copile, mais pas que eux en copile, mais avec eux à minima. Et il va dire, il nous demande ça, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas? Enfin voilà, il y a déjà plein de choses qui sont existantes. Donc il fait l'autodiag, ce qui est fait n'est plus à faire, le reste à faire, ce sera sa feuille de route santé, qualité de vie au travail. Et c'est elle que l'entreprise va décider de mettre en œuvre sur 1 ou 2 ou 3 ans. C'est elle qui a la main sur l'échéance de quand est-ce qu'on fait quoi. Une fois que dans ce débat-là, on sait ce qu'on fait, ce qu'il nous reste à faire et quand est-ce qu'on le fait, ben, il se prépare à le faire. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'assurer que tous les salariés, les managers ou les personnes désignées, on a des structures qui n'ont pas de management en place, qui vont désigner des gens pour faire cette écoute, cette évaluation, puis animer des groupes sur l'amélioration des situations de travail, s'assurer qu'ils aient les bonnes compétences et communiquer aux salariés le projet. Pour ensuite le mener, on a une feuille de route, des gens capables de le faire. Et pour le mener, tous les ans, ils nous diront, chacun des établissements engagés, s'ils ont ou pas réalisé leur feuille de route, et qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui sera à corriger. Et cette feuille de route, qui sera mise au bilan chaque année, sera aussi publiée sur le site de la Fondation pour que, en toute transparence, tout le monde puisse savoir qui est engagé, avait prévu quoi, a pu faire quoi, et à chaque fois, avec les partenaires sociaux qui sont en co-validation et de la feuille de route et de sa réalisation effective. Donc ça, c'est le chemin. Donc vous voyez, on a comme valeur la gratuité, c'est bénévole, c'est non lucratif. Il n'y a aucun argent qui s'échange entre les entreprises et la fondation. C'est la transparence en amont. Ben, la lettre d'engagement, elle est transparente. Tout le monde pourra voir quel dirigeant s'est engagé et pourquoi. La transparence de la feuille de route. Tout le monde saura en amont ce que chacun a décidé de faire sur 1, 2 ou 3 ans. C'est la transparence en aval. On aura les bilans annuels qui seront émis, co-validés par les partenaires sociaux, et tout le monde saura ce qui s'est passé, ce qui sera à corriger et ce qui sera produit l'année suivante. Et puis évidemment, on va récupérer, pour les besoins de l'étude scientifique, des données santé au travail qui, elles, seront agrégées, elles ne seront pas publiées individuellement, l'absentéisme, le turnover, et puis toutes ces données qui permettront de savoir si on a plus ou moins de santé au travail après qu'avant, et aussi des données de gains financiers. La transparence, elle sera aussi par nous, la Fondation, garantie par le fait que tout le monde, toutes les parties prenantes qui vont sur le site pourront voir quelle entreprise est engagée, quelle lettre d'engagement, quelle feuille de route, quelle réalisation. Le respect du référentiel, ça c'est troisième valeur du projet, c'est que les entreprises ne pourront pas dire je prends ça mais je ne prends pas ça. C'est un processus, donc c'est un projet de recherche, donc il faut mettre en place tout le référentiel. Et puis enfin, dernier engagement, je vais vite parce qu'on en a parlé, c'est l'engagement de dialogue social, c'est-à-dire que la voix du CSE n'est pas optionnelle. Il doit être co-validateur de ce qui existe, co-validateur de ce qu'on fait quand, et co-validateur de ce qui a été réalisé tous les ans. Ce qui nous donne, je vais aller ici, sur le site. Vous voyez, ici, vous êtes sur le site, donc projet4121.org. Et sur ce site, eh bien, vous trouverez tout. Vous trouverez en gros notre profession de foi. Vous trouverez les vidéos de présentation, OK. Et puis, vous pourrez découvrir exactement, par exemple ici, le référentiel qui vous permettra de vous mettre au contact de l'intégralité de ces attentes opérationnelles à conduire dans chaque établissement. Si je vous le montre, et je finis par là, parce que je vois le temps qui tourne et je ne veux pas en abuser. Je ne vais pas vous le détailler, hein, mais je vais juste vous montrer un peu sa structure. Hop, pardon.
Le voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est bon, Vincent. Super. Hop. Donc, vous voyez, il se présente comme ça. Vous retrouvez l'ensemble des blocs. Et puis, vous retrouvez ici chaque bloc avec des exigences précises et des bonnes pratiques à la clé, donc bloc par bloc. Et vous voyez ici dans le bloc écouter, évaluer, agir, vous avez l'intégralité des attentes à valider, vous avez les bonnes pratiques pour y arriver, et puis vous avez par exemple ici, on a mis également le support d'écoute que nous avons promu. Donc voilà, c'est un référentiel qui fait une quarantaine de pages et qui vous permettra de trouver, le cas échéant, toutes les réponses à vos questions. J'ai fini. Respect parfait du timing, 10h30. Du coup, je vais aller voir le référentiel tout de suite après aussi. Alors, attention, vous m'avez répondu, moi, mais pas à la personne qui vous a interrogé. Oui, bonjour, c'est Geneviève Carrière, en fait. Bonjour Geneviève. Vous m'avez écrit à moi et c'est une certaine Hélène qui vous a en fait demandé le support par écrit. Et vous m'avez répondu, semble-t-il. Ah, j'avais l'impression d'avoir répondu dans le chat, mais je sais pas. Ok, voilà. Donc c'était juste la cette remarque. webconf est enregistrée, donc on va la mettre à disposition sur notre site. On vous remettra tous les liens vers projet 4121. En tout cas, merci vraiment pour cette conférence. C'était extra. Ça m'a donné une belle dynamique, en tout cas, avant l'été. J'espère que vous aurez tous trouvé des éléments à glaner, que ça va vous faire cogiter et vendre, en tout cas, ce projet dans vos établissements. Ah oui, je serais tellement heureux qu'on puisse engager quelques établissements parmi les vôtres pour montrer qu'on est sur des principes universels en fait de management et que on s'est donné les moyens d'atteindre les objectifs qu'on vise à ce sujet-là, quoi, pour passer de l'incantation à l'action. Donc merci beaucoup à vous toutes et tous. J'espère que j'ai pas été trop long et clair. Merci beaucoup Karine. Et au Ouais, plaisir d'en n'hésitez reparler pas ensemble. vraiment à en parler autour de vous. On va faire des publications LinkedIn. Enfin voilà, on aimerait vraiment diffuser ça dans l'ESR. Donc on compte sur vous, sur vos relais pour en parler à vos DGS, à vos DRH. Enfin voilà, on va réfléchir aussi comment on peut diffuser. Mais merci d'avoir été là ce matin et vraiment, Vincent, un grand merci à toi de nous avoir accordé ce temps. Au plaisir de se revoir et merci beaucoup. À très Merci. bientôt, passez un bel été. Merci bien. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais couper déjà. Hop, j'arrête.